Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un nouveau chapitre d'histoire ou de géographie, mais je vais vous proposer plutôt une petite pause pour faire de la méthodologie. Nous allons donc aborder aujourd'hui deux compétences qu'il faut maîtriser en fin de sixième. La première, c'est une compétence plutôt historique, se repérer dans le temps, construire des repères historiques. Et la deuxième compétence est plutôt géographique, puisqu'il s'agit de se repérer dans l'espace, construire des repères géographiques. Pour la deuxième compétence, on l'abordera dans une deuxième vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues pour que vous puissiez vous organiser pour les regarder à différents moments. Alors, comme d'habitude, vous aurez un test, un quiz à faire sur le même site que d'habitude, qui vous permettra donc de mettre en application ce qu'on va voir dans les deux vidéos. Alors, il n'y aura qu'un seul test pour les deux vidéos, donc à la fin de cette vidéo, je ne vais pas vous mettre la référence du site, je la mettrai seulement à la fin de la deuxième vidéo. Vous aurez une semaine pour faire le test, et attention, cette fois-ci, je mettrai un seul code pour toutes les classes de 6e, donc il n'y aura pas spécifiquement 6e A, 6e B, 6e C, 6e E, puisque de toute façon, il y en a plein qui se sont trompés, qui se sont mis dans d'autres classes que la leur. Donc voilà, je vous demanderai surtout de mettre votre prénom et puis la classe, comme ça moi je pourrais remettre sur Pronote les notes à qui elles appartiennent. Commençons. Pour se repérer dans le temps, il faut savoir construire des repères historiques, et cela prend souvent la forme d'une frise chronologique. C'est pas nouveau, vous le savez, depuis le début de l'année, on a déjà souvent vu des frises chronologiques, vous savez à quoi ça ressemble. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est? En fait, une frise, c'est une ligne ou une flèche qui représente le temps. Sur cette ligne, vous allez positionner différents événements qui sont ordonnés de manière chronologique, c'est-à-dire qu'ils seront toujours disposés dans l'ordre où ils se sont réalisés. Donc ici vous voyez une frise chronologique, alors c'est une frise très générale qui vous présente l'époque qui commence au tout début de notre ère, c'est-à-dire en l'an 1, et qui s'étend jusque dans les années 2000. Donc j'insiste bien sur le fait qu'une frise chronologique présente les faits dans l'ordre, c'est-à-dire que, par exemple, la frise que vous voyez au tableau ici présente les 4 grandes périodes historiques qui se succèdent, d'abord l'Antiquité, puis le Moyen-Âge, ensuite les temps modernes et aujourd'hui la période contemporaine. Le Moyen-Âge est positionné après l'Antiquité, il se situe donc à droite, et c'est important, à droite de l'Antiquité. Tous les événements qui se situent à droite d'un autre événement, ça signifie qu'ils sont plus récents, ils sont plus proches de nous. D'accord? Les temps modernes, c'est une période qui arrive après le Moyen-Âge, donc c'est normal qu'ils se trouvent sur votre droite, enfin sur la droite de la frise chronologique. Donc vous retenez bien que sur une frise chronologique, on part toujours du plus ancien qui se situe à gauche jusqu'au plus récent qui se trouve à droite. D'accord? Alors, voilà. Donc vous avez le plus ancien à gauche, le plus récent à droite. Est-ce que vous vous souvenez quel est le point de départ que l'on prend pour commencer la frise chronologique du monde occidental? Oui, c'est ça. C'est bien la naissance de Jésus-Christ. Le point de départ d'une chronologie dans l'Occident, c'est-à-dire plus spécifiquement dans l'ère chrétienne, ça va être la naissance de Jésus-Christ. Alors, ce personnage-là, on en parlera plus précisément dans 2 chapitres, normalement en fin d'année, à savoir la naissance du judaïsme et la naissance du christianisme. Alors, cette naissance, la naissance de ce personnage, c'est un point de repère important, qui est souvent présenté par le chiffre 0. Alors, ici, vous avez une autre représentation qui est le chiffre 1. Alors, elle est plus rare, franchement, de manière générale, c'est vraiment le 0 qui va être choisi, mais certains vont plutôt prendre le 1 comme référence, et pour cause, en fait, l'année 0 n'existe pas. On peut pas dire cet événement a eu lieu en l'an 0, ça ne correspond à rien. En fait, il faut se dire que avant ce trait, on est en l'an -1,
et après le trait, on est en l'an 1. Donc en fait, votre événement, soit il s'est passé en 1 avant Jésus-Christ, soit il s'est passé en 1 après Jésus-Christ. Mais il n'y aura pas de temporalité qui correspond au 0. Donc soit vous verrez le chiffre 1, soit vous verrez le chiffre 0, sachant que vous verrez plus souvent le chiffre 0 que le chiffre 1 dans les chronologies. Donc, une fois qu'on a ciblé ce point de départ, on va ordonner les événements soit après, soit avant Jésus-Christ. Donc c'est très simple. On dit avant notre ère, avant Jésus-Christ, quand l'événement dont on parle se situe à gauche du point de départ. On va dire que cet événement appartient à notre ère ou est arrivé après Jésus-Christ, quand l'événement se situe dans cette partie-là, à droite de l'an 0 ou de l'an 1. Donc vous allez écrire avant Jésus-Christ, AV.J.C. Les points sont importants puisqu'en fait ils vont marquer l'abréviation. Quand vous avez un point après un petit ensemble de lettres qui ne correspond pas à un mot, ça veut dire qu'en fait c'est un terme qui a été abrégé. Donc avant a été abrégé, Jésus a été abrégé, Christ a été abrégé. Vous avez la même chose pour après Jésus-Christ. Il est très important de savoir compter les siècles. Vous allez être confronté à cette pratique très régulièrement en histoire et parfois même en géographie. Alors, petit rappel, un siècle égale 100 ans. Donc en fait, on va changer de siècle tous les 100 ans. Ici, vous avez l'an 0 ou l'an 1. À partir de l'an 1, on va compter de l'année 1 à l'année 99, puis de l'année 100 à l'année 199, de l'année 200 à 299 et de l'année 300 à 399. Donc, on revient à la première. Les années 1 à 99, nous serons au 1er siècle. Les années 100 à 199, le 2e siècle, puis le 3e et le 4e siècle, etc. jusqu'au 21e siècle, qui correspondent aux années 2000 à 2099. Ça, c'est simple, c'est la manière de calculer les siècles pour après Jésus-Christ. D'accord ? On va de gauche à droite, dans le sens du plus ancien au plus récent. Attention, pour ce qui est d'avant Jésus-Christ, souvent vous vous emmêlez les pinceaux parce que vous dites oulala c'est avant donc il faut qu'on parte dans le sens inverse, mais en fait pas du tout. Vous allez simplement avoir le même décompte, c'est-à-dire que on part non pas, alors je vais pointer avec le petit laser. L'erreur ici, ça serait de dire bon ben je fais l'inverse du 1er siècle après, c'est-à-dire que je vais des années moins 1 à moins 99. Non, on va pas remonter le temps du plus récent au plus ancien. On part toujours du plus ancien et on va dans le sens de l'histoire. Donc là, si on parle du 1er siècle avant Jésus-Christ, on part bien des années moins 99 jusqu'aux années moins 1. Et ainsi de suite, les années moins 199 jusqu'aux années moins 100. Et donc, ça va correspondre en miroir aux années, les années 99 à moins 1 au 1er siècle avant Jésus-Christ, les années moins 199 à moins 100 au 2e siècle avant Jésus-Christ. Alors ça, je vous l'avais bien dit en classe, je le répète, soit vous parlez de moins une date, moins un siècle, soit vous dites le 2e siècle avant ou l'année avant Jésus-Christ. Je poursuis la chronologie sur une période un peu plus récente. Alors, de 1000 à 1099, de 1100 à 1199, de 1200 à 1299, 1300, 1399, etc. Alors, les années 1000 à 1099, on va être au 11e siècle. 12e siècle ensuite, puis les années 1200 à 1299, 13e siècle, 14e, 15e, 16e siècle. Vous voyez que on avance au fur et à mesure de l'histoire, toujours dans le sens de gauche à droite,
Hein, on est parti de 1000 jusqu'à 1600, et les siècles vont se succéder. À chaque fois qu'on change de centaine, on va changer de siècle. D'accord? L'année 1100 commence un siècle. D'accord? En 1100, on est bien au XIIe siècle, et en 1099, on est au XIe siècle. Vous avez remarqué que je note les siècles en chiffres romains. Il faut vraiment maîtriser cette écriture, puisque c'est comme ça que vous allez lire les siècles, et si vous n'êtes pas à l'aise avec cette lecture-là, vous pouvez passer à côté d'informations très précieuses dans des documents analysés, et ça jusqu'en troisième, jusqu'au lycée, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre par cœur, comme il faut apprendre les verbes irréguliers en anglais, comme il faut apprendre des règles de grammaire. En histoire, on n'a pas énormément de petites règles comme ça à connaître, mais en tout cas, ça en fait partie. Alors, vous avez un tableau récapitulatif. J'aimerais bien que vous recopiez ce tableau sur votre cahier. Alors, je vous conseille de le recopier sur la dernière page de la partie histoire. Donc, ça veut dire juste avant le sommaire de géographie. Histoire d'avoir un petit pense-bête, d'avoir un petit élément de rappel. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour recopier ce tableau. Voilà, donc j'insiste, hein, il n'y a rien d'autre à faire que d'apprendre par cœur cette liste, hein, ça je pourrais vraiment pas le faire à votre place. Alors, les chiffres romains. Donc ici, vous avez les chiffres habituels, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et vous allez remarquer en fait qu'une unité va être représentée par un bâton. 2 unités, 2 bâtons. 3 unités, 3 bâtons. Jusque-là, franchement, pas de problème. Pour le 4, en fait, c'est tout simple. C'est une soustraction. Mais pour faire cette soustraction, il faut savoir que le chiffre 5 s'écrit avec un V. Donc en fait, si on fait 5 moins 1, donc en fait le 1, il est placé avant le 5, ça vous donne le chiffre 4. Si on fait une addition, il faut placer le bâton, là, le petit 1, après. Donc 5 plus 1, ça nous fait 6. Donc je répète, pour avoir le chiffre 4, il faut faire 5 moins 1 en plaçant le bâton avant le chiffre 5. Pour avoir le chiffre 6, il faut faire une addition. Vous faites 5 plus le bâton que vous avez mis à droite, et vous avez le chiffre 6. Pour le 7, on continue l'addition, on rajoute 2 bâtons. Pour le chiffre 8, 3 bâtons. Et pour le chiffre 9, on va pas faire 4 bâtons, d'accord, ce serait trop compliqué. On va faire une soustraction. On va faire un 10, donc il faut savoir le chiffre 10, et on fait une soustraction, on met le petit bâton avant. Et pour le chiffre 11, si vous avez bien suivi, il faut faire une addition, donc il va falloir mettre le petit bâton à droite. Il n'y a rien de compliqué, il faut connaître en fait 3 symboles. Le symbole du bâton, le symbole du V, du 5, et le symbole du X, c'est-à-dire du 10. Alors vous allez me dire oui, mais bon, on pourrait aussi apprendre les 100, les centaines, les 1000, les 10 000, etc. Pour calculer les siècles, on n'en a pas besoin en fait, puisque le siècle le plus gros, le chiffre le plus gros, c'est 21, puisqu'on est actuellement au 21e siècle. D'accord? Donc voilà, on n'a pas forcément besoin de connaître les 1000. Après, il y a des livres anciens au XVIIIe siècle par exemple, où on allait écrire la date en chiffres romains. Donc par exemple 1742, on allait écrire avec plusieurs bâtons, avec plusieurs dénominations. Des L, des C, des D que vous apprenez, que je vous montre pas, à savoir les 50, les 100, etc. Je veux pas vous embrouiller avec ça. Si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un message et je vous enverrai un tableau avec tous les chiffres romains pour compter jusqu'à plein de chiffres. Mais nous, pour l'histoire, on se contente de ça. Donc on continue, 12, 10 plus 2, 13, 10 plus 3, et attention, pour 14, en fait, on va faire 10 plus 4, et le 4, on se rappelle que c'était, que ça s'écrivait comme ça. D'accord? Si ça vous embrouille mon histoire d'addition et de soustraction, vous oubliez et vous apprenez juste par cœur la liste. Avec 1, on l'écrit comme ça, 2, on l'écrit comme ça, 3, on l'écrit comme ça. L'histoire des additions et des soustractions, c'est un petit peu des moyens mémotechniques, donc c'est censé vous aider. Si ça vous embrouille, on laisse tomber. Comment être sûr de ne pas se tromper pour savoir de quel siècle on parle? Alors on a
3 astuces. Enfin, c'est pas des astuces, en fait, c'est vraiment la manière de calculer. Pour toute année comprise entre l'an 1 et 99, il s'agit forcément du premier siècle. Rappelez-vous la frise chronologique qu'on a vue tout à l'heure. Donc l'année, si elle est constituée d'un seul ou de 2 chiffres au maximum, vous êtes au premier siècle. Alors ça peut être avant ou après, peu importe. Pour toute année comprenant 3 chiffres, il faut prendre le premier chiffre et lui ajouter 1. Je vais vous donner des exemples juste après. Pour toute année comprenant 4 chiffres, on prend les 2 premiers et on ajoute 1. Alors, passons aux exemples. L'année 27, j'ai 2 chiffres, je suis au premier siècle. L'année 84, j'ai 2 chiffres, on est au premier siècle. L'année moins 52, peu importe qu'il y ait un moins, il y a 2 chiffres, on est au premier siècle. L'année 184, j'ai 3 chiffres, je prends le premier, à savoir 1. Je rajoute 1, ça fait 2, on est au deuxième siècle. L'année 284, vous voyez qu'il y a 3 chiffres, le 2, le 8 et le 4. Je prends le premier, à savoir le 2, je rajoute 1, ça fait 3, on est au troisième siècle. L'année 756, un 7, un 5 et un 6, hop, ça fait 3. Donc on prend le premier, 7, je rajoute 1, on est au 8e siècle. Et enfin, 1756, c'est une année qui comporte 4 chiffres, le 1, le 7, le 5 et le 6. Attention, si je prends le premier seulement, je fais 1 plus 1, ça me fait 2, deuxième siècle. Or, 1756, ce n'est pas au deuxième siècle. Donc là, quand j'ai 4 chiffres, je prends les 2 premiers, le 1 et le 7. 17. Donc 17 plus 1, ça fait 18. On est au 18e siècle. L'année 1390 ou 1390, ça franchement vous dites comme vous voulez. Donc en 1390, il y a 4 chiffres. Je prends les 2 premiers, c'est-à-dire 13, plus 1, 14, on est au 14e siècle. 1190, 11 plus 1, 12e siècle. Et enfin l'année moins 1390, c'est pareil, même s'il y a un moins, on prend les 2 premiers 13, on rajoute 1, 14, donc 13 plus 1 égale 14, on est au 14e siècle. Je ne vous donne pas de code pour faire le quiz à la fin de cette vidéo, puisque vous en avez une deuxième à visionner, cette fois-ci sur les repères géographiques. Donc visionnez d'abord la deuxième vidéo, et enfin vous aurez accès au test.